Marjolaine, on met des bateaux lavoirs sur la Seine, on a vu qu'on fait la lessive, mais on se lave peu ou pas, on se méfie de l'eau. J'imagine que c'est un terrain très favorable à la propagation des maladies. Oui, jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle, on ne connaît pas l'existence des microbes, donc on n'a pas les moyens de se prémunir contre la propagation des maladies. Et encore plus au XVIIe siècle, on n'a pas les moyens scientifiques de soigner un certain nombre de maladies bactériennes extrêmement dangereuses, comme la variole ou la peste, ou encore la tuberculose, qui font des ravages dans la population et qui expliquent que l'espérance de vie ne soit que de 25 ans contre 80 ans aujourd'hui. Si au XVIIe siècle, quelques chanceux peuvent atteindre l'âge de 70 ou 80 ans, une personne sur deux meurt avant d'avoir 20 ans. Quand on fait la moyenne, on obtient une espérance de vie de 25 ans. Des ventouses, des saignées. Pourquoi de telles pratiques disparues aujourd'hui? Que savaient les médecins des maladies et du fonctionnement du corps humain? Ils ont une pratique de la médecine qui est vraiment complètement différente de celle d'aujourd'hui. Il n'y a pas de petits médicaments à prendre juste avec un verre d'eau et voilà, ça va mieux. Il n'y a pas d'antibiotiques. Enfin, tout ça, ça n'existe pas. À l'époque, mieux vaut ne pas tomber malade. Pour bien le comprendre, nous partons à l'hospice de Baugé dans la Sarthe. C'est un hôpital conservé tel qu'il était sous Louis XIV. Seuls les pauvres s'y rendaient, les nobles et les bourgeois se faisaient soigner à domicile. Malheureusement pour lui, Maclesguy est venu consulter un médecin du XVIIe siècle. Docteur, qu'est-ce que vous faites? Je mire vos urines et je les goûte. Vous les goûtez? Ça vous renseigne sur mon état? Bien sûr. Ça dit quoi? Je suis désolé, Mac, mais vos urines montrent clairement que vous avez un tempérament chaud et humide. Et alors? C'est-à-dire que vous avez trop de sang, il va falloir vous en tirer. Alors comment est-ce qu'on fait au XVIIe? Dans l'ignorance des vraies causes des maladies, le premier remède auquel ont recours les médecins est la saignée. Ils croient encore que retirer du sang malade permet de les soigner. Alors à ce moment-là, ils font des incisions au niveau des veines, dans le bras ou dans la jambe, ou bien ils utilisent des animaux très friands de sang humain, ce sont les sangsues. Mais ça brûle? Oui, c'est pas très agréable. Mais vous avez voulu, hein? Regardez, hop. Marjolaine, vous voulez pas tester à ma place? Non, je vous laisse faire. Elles sont venues. Alors maintenant, vous allez rester une demi-heure comme ça. Pendant une demi-heure, elles vont faire leur repas. Donc, ces sangsues vont me pomper du sang pendant quelques temps. Et c'est censé me soigner. Absolument, mais... Et alors, pourquoi? Parce que au XVIIe siècle, on pense que l'homme est constitué de 4 humeurs, le sang, la bile noire, la bile jaune et le flegme, qui doivent rester en équilibre. Cette théorie des 4 humeurs remonte à Hippocrate, un médecin grec de l'Antiquité. Elle a plus de 2000 ans, mais n'a rien de scientifique. Évidemment, cette théorie des humeurs est médicalement fausse. On sait bien aujourd'hui que la trabile ou le flegme, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, cette théorie sera complètement abandonnée 2 siècles plus tard. Par contre, lorsqu'on parle encore aujourd'hui de quelqu'un qui est de bonne ou de mauvaise humeur, ou que l'on parle d'un tempérament sanguin ou flegmatique, eh bien, ça vient directement de là. À côté de ces saignées qui affaiblissent les malades plus qu'ils ne les soignent, d'autres pratiques médicales sont tout autant inefficaces. Je vais vous montrer quelque chose d'extrêmement tendance à l'époque, d'extrêmement mode. Ça, c'est une seringue. Pas vraiment, c'est un clister. C'est-à-dire? Ça s'adresse pas aux mêmes endroits. La seringue, ça serait plutôt pour les veines. Le clister, c'est plutôt pour le fondement. On va quand même vous nettoyer l'intestin avec. Non, mais ça, je teste pas. Non, pas question. Ah bon? Non. Ce tube d'étain rempli d'eau et de plantes médicinales est introduit dans l'anus. Le liquide est alors envoyé dans le côlon, un traitement, ici encore, censé venir à bout de toutes sortes de maladies. C'est mode, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Si vous êtes constipé, mais sinon, non. Ça ne sert strictement à rien. Absolument rien. Tout le monde le fait. Oui, d'ailleurs, pendant la dernière année de la vie de Louis XIII, on lui en a fait 312 en un an. Ça fait presque 1 par jour. Et on pense que ça a quand même accéléré sa mort. Alors la médecine de l'époque est-elle totalement inefficace? Pour répondre à cette question, retour à l'hospice de Baugé, et plus précisément dans son apothicaire-rie, c'est-à-dire sa pharmacie. Un endroit unique en France où rien n'a changé depuis 300 ans. Dans chaque boîte se trouve un médicament de l'époque. Il y a des herbes, des minéraux en poudre et des ingrédients encore plus exotiques. Que lisez-vous sur cette boîte? Mumia. Mumia? C'est la momie? Momie? Oui, bien sûr. Ouh là là.
Regardez. On a encore des doigts de momie. Non. Si, je vous jure. Des doigts de momie? Mais oui, ce sont des doigts momifiés. Tenez, Marjolaine. Réduits en poudre, les doigts de momie sont réputés guérir les blessures infectées. Évidemment, c'est faux. Mais parmi tous ces remèdes, on en trouve d'autres qui préfigurent déjà les médicaments d'aujourd'hui. Regardez, le Salix alba, c'est-à-dire le saule blanc. Oui. Alors Salix alba, ça va donner quoi? Acide salicylique. L'aspirine. Eh oui. On connaît l'opium qui est importé d'Orient et qui est très efficace comme antidouleur. C'est un peu l'équivalent de la morphine aujourd'hui. On connaît aussi la quinine qui est très efficace contre les crises de fièvre. Et puis, dans les campagnes, on se soigne majoritairement à base de spécialités d'herboristerie qui sont d'ailleurs toujours utilisées aujourd'hui, notamment par des rebouteux. Donc, c'est en fait la médecine par les plantes. Et notamment, on utilise la sauge officinale qui est toujours aujourd'hui connue notamment pour ses vertus antiseptiques. Il y a donc déjà des médicaments utiles, mais malheureusement aucun antibiotique. On ne les connaît pas encore. Il faudra attendre bien plus tard au XXe siècle. Ce qui signifie que la syphilis, la variole, la rougeole, la peste, la scarlatine font des dégâts considérables. C'est le Vraiment. grand problème de la médecine à cette époque. Exactement, ce sont les épidémies. Si les maladies déciment les populations, la médecine, elle, va faire des progrès considérables grâce à une corporation étonnante. Ce sont les chirurgiens barbiers. Direction une autre salle de l'hospice de Baugé. Artus, vous avez reconstitué ici tous les outils, les instruments d'un chirurgien barbier de l'époque. On dit chirurgien barbier parce qu'on fait aussi bien de la barbe que la chirurgie. Ça paraît incroyable. Eh bien, le barbier en formation, c'est quelqu'un qui sait affûter, entretenir et utiliser des instruments tranchants. Alors, voyons exactement en quoi consistent donc ces différents outils. Ce métier-là, par exemple, ça c'est classique, j'imagine. Ça c'est le plat à barbe. Le plat à barbe et le rasoir. Qu'on tient comme ça. Et après, on rase et on essaye de ne pas couper le client. Bah oui, ça vaut mieux. Voilà, mais enfin, il n'y a pas que ça. Et c'est avec ces instruments rustiques que le barbier opère les malades. C'est le plus bas de l'échelle des soignants. Vous avez le médecin qui pense, l'apothicaire qui fabrique les médicaments et le barbier, le chirurgien barbier, a les mains dedans. C'est aussi lui qui s'occupe de vos dents. Il n'y a pas de dentiste à proprement parler sous Louis XIV. Il y a simplement des barbiers qui font le métier d'arracheur de dents et qui le font mal. C'est seulement au XVIIIe siècle qu'apparaîtra la science dentaire et le métier de dentiste. Alors vous avez le petit crochet là, que vous avez en main droite, qui permet d'enlever la putridité de l'intérieur de la dent. D'accord. Et vous avez après cet petit outil qui permet de décoller la dent de la gencive pour préparer l'arrachage avec une pince comme ça. Parce que si on y va avec une pince comme ça, elle peut casser dans la gencive. Sans anesthésie, évidemment. Là quoi ? Oui, pas d'anesthésie à l'époque.